Aujourd'hui, je voulais vous parler de la qualité et du prix des créations, de tout ce qu'on achète. Est-ce qu'on doit mettre la qualité par rapport à son prix? Est-ce qu'on doit mettre le prix de vente par rapport à la qualité? C'est le gros sujet du jour. Donc, j'ai des questions sur mon ordinateur. Vous voyez pas l'ordinateur? Bizarre, il est là. Bref, j'ai cadré d'une certaine manière que vous ne voyez pas l'ordinateur. Je sais pas comment je me suis débrouillée aujourd'hui. Bon, bref. Donc j'ai des questions sur mon ordinateur, des questions que vous m'avez posées. Donc si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez également les poser sur Instagram. Enfin bref, vous savez comment on fait. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le lien en description. Enfin bref, vous avez un lien quelque part, vous allez le trouver. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on est parti. Première question. Quand on parle de vêtements, est-ce que le prix est forcément un indicateur de qualité? Non. Et non, et non, et non, et non, et non. Alors pourquoi? On peut avoir des articles qui sont de très bonne qualité et forcément ils vont coûter cher. Par exemple, le gamme, le luxe, c'est pour ça que ça coûte cher. Après, on peut avoir des objets qui sont de bonne qualité et qui vont pas coûter cher. Et des fois, on a des choses qui sont de qualité vraiment lamentable et qui vont pas coûter cher. C'est tout ce qui est les magasins de discount, enfin bref, on a plein de trucs comme ça, vous savez de quoi je parle. Et il y a également des vêtements ou des objets qui sont de bonne qualité, mais qui coûtent pas cher aussi. Oui, donc en fait, on peut pas se fier, à part si c'est vraiment du luxe, à part si c'est vraiment une marque qui est luxe, une marque qui est haut de gamme et qui se qualifie de haut de gamme, là, c'est cher, mais la qualité doit être au rendez-vous. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, obligatoire, obligatoire. Ok? On continue. Comment as-tu découvert que ce n'était pas toujours le cas? Alors, comment j'ai découvert ça? Par ma propre expérience, un peu par hasard, au fil du temps, au fil des années, au fil de mon boulot, au fil de mon travail, au fil de mon parcours, en expérimentant des choses, en regardant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. C'est comme ça que j'ai pu voir, que j'ai pu me faire ma propre opinion. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. J'ai été saisonnière dans des boutiques, dans des marchés. J'ai travaillé sur les marchés, j'ai travaillé sur les foires, j'ai eu ma boutique, j'ai une boutique atelier, j'ai travaillé exclusivement aussi sur une boutique en ligne. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Et j'ai testé, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui ne marchait pas, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et même si l'internet, même si l'informatique évolue énormément, il y a des choses qui ne changent pas en fait. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'une qualité d'un objet ne changera jamais par rapport à un prix en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a plus de 20 ans. Bon, peut-être pas plus de 20 ans parce que je suis quand même pas si vieille que ça, on va dire il y a une vingtaine d'années. Et à l'heure aujourd'hui, c'est toujours pareil. Moi, des fois, j'entends dire, quand vous vendez pas cher, vous avez forcément des clients chiants. Et quand vous vendez cher, les clients, ils sont pas chiants. C'est pas vrai, en fait. Parce que si vous vendez cher, mais que votre produit, c'est de la merde, vos clients, ils vont se plaindre. Ou ils vont peut-être pas se plaindre, mais ils vont aller dire derrière que vous êtes un escroc, un arnaqueur, etc. Et vous pouvez vendre des produits peu chers, de très bonne qualité, et les clients seront contents. Il n'y a pas de lien direct en fait. Donc c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lien en fait. Question suivante. Peux-tu nous raconter tes débuts sur les marchés et comment tu choisissais les articles que tu vendais? Alors, comment je les choisissais? Alors déjà, je les choisissais parce que déjà, ils me plaisaient à moi. Donc ça, c'était pour l'achat-revente. Ouais, on va parler pour l'instant de l'achat-revente, on parlera de la création après. Pour l'achat-revente, c'était donc déjà des articles qui me plaisaient moi, donc que j'étais susceptible d'acheter. Donc j'achetais les produits, donc ça m'est déjà arrivé d'acheter à l'unité, de voir le produit, de dire ok, c'est un bon produit, je vais en acheter pour les revendre. Ça m'est déjà arrivé. Donc du coup, j'achetais parce que j'étais consommatrice, je regardais la qualité, et après, je voyais si c'était pas de la bonne qualité, j'achetais pas en gros pour revendre derrière. Si c'était de la bonne qualité, j'achetais après en quantité suffisante pour pouvoir revendre. Donc voilà comment je faisais en fait.
et pour tout ce qui était création en fait, et ben moi j'ai toujours créé en étant qualité à fond, qualité supérieure. Moi j'ai une formation de haute couture, j'ai une formation de couture de luxe, que ce soit dans le vêtement, que ce soit dans la maroquinerie, dans la chaussure, j'ai un cursus scolaire de luxe, j'ai une formation professionnelle de luxe. Donc j'ai toujours travaillé dans le luxe, j'ai toujours travaillé, toutes mes créations ont toujours été de luxe, de très haut de gamme. Donc si je vends quelque chose sur un marché ou sur une foire ou etc., sur une boutique ou n'importe, quand je vends quelque chose, c'est parce que l'article que je propose est irréprochable. Si l'article n'est pas irréprochable, je ne le vends pas. Je ne le découpe même pas, parce que quand on découpe, on abîme le tissu, on abîme la matière, on abîme l'étoffe, ça fait des trous, ça tire les fils, etc. Donc si le vêtement n'est pas irréprochable, je ne le vends pas. C'est clair, je ne vends pas. S'il y a un point de travers qui ne me plaît pas, je ne vends pas l'article. Donc après, il y a certaines choses que je vais faire pour pas que ce soit du gaspillage et pour quand même que ça reste dans l'écologie, que ça reste quand même éthique, parce que c'est quand même aussi ma marque de fabrique, hein. Je suis haut de gamme et éthique, c'est quand même ce que je prône depuis des années. Donc je ne le vends pas parce que je ne suis pas ok avec mon travail, donc je ne vais pas le vendre, mais je vais mettre en place un autre procédé pour pas jeter évidemment, hein, parce qu'on est éthique. Ensuite, quelle était la réaction de tes clients face à la qualité de tes produits vendus entre 5 et 10 euros? Oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que mes produits, quand je vendais des articles, alors sur les marchés, en général, c'était des choses qui coûtaient 5 euros, 8 euros, 10 euros. C'était assez rare que je montais. Quoique si, ça m'est arrivé de vendre des choses, donc là je vous parle de l'achat-revente, hein, des choses qui valaient un petit peu plus cher, une vingtaine, 25 euros à peu près. Mais je montais pas plus haut en général. Et bien justement, comme j'avais testé les produits à l'avance, et que c'était des produits de qualité qui me plaisaient, et ben les gens étaient absolument satisfaits. Et j'ai des personnes qui revenaient me voir d'une année sur l'autre ou d'un jour sur l'autre. Par exemple, je faisais des marchés, ça m'est arrivé de faire des marchés, vous savez, les marchés nocturnes dans le sud de la France, au bord des ports, au bord des plages et tout. Les gens, ils achètent une glace, ils achètent des churros, ils se promènent sur les marchés, etc. Ça m'est déjà arrivé de vendre sur ces marchés-là. Et les gens, ils reviennent. Ils vous achètent une petite chose, ils le gardent 3 jours. Hop, il y a la cousine qui arrive. Ah bah tiens, j'ai ma cousine qui est arrivée, elle a trouvé joli. Est-ce que vous pouvez lui en proposer un? Parce que c'est de la qualité. C'est pas cher, mais c'est de la qualité. Donc les gens reviennent. Des fois, les gens, ils font que passer le lendemain avec leur glace. Ah bonjour, comment ça va? Et quand il y a des clients qui sont en train de choisir et qu'il y a quelqu'un qui passe en disant « Ah bonjour, regardez, ce que j'ai acheté, j'ai le bracelet que je vous ai acheté hier, c'est super et tout. » Bah les gens ils font quoi? « Ah vous en avez acheté un, faites voir le modèle. Ah oui, ah bah il n'y en a pas un qui lui ressemble, moi aussi je veux le même et tout. » Hey, ça parle d'eux-mêmes, même si c'est pas cher, c'est de la qualité. Ok? Ensuite, as-tu déjà vu des confrères vendre au même prix que toi, ou plus cher, mais avec une qualité bien inférieure? Que se passait-il pour eux? Et oui, ça, évidemment, j'ai vu, parce qu'il ne faut pas croire que sur les marchés, surtout quand on fait de l'achat-revente, et surtout, vous avez déjà vu sur les marchés d'été, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Les marchés de Noël, les marchés d'été, il y a énormément de stands qui se ressemblent. Vous allez sur un marché, et le lendemain vous allez faire un autre marché, des fois il y a les mêmes choses en fait. Sauf qu'il y a des stands qui sont de mauvaise qualité. Parce qu'en fait les gens, soit ils se sont fait avoir quand ils ont acheté, ils n'ont pas fait attention. Mais moi, si je reçois une marchandise qui n'est pas de qualité, je ne la vends pas en fait. Je n'ai pas envie de la vendre. Parce que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation. J'ai pas envie qu'il y ait un client qui vienne me voir en me disant « Oh, ce que je vous ai acheté hier, c'est de la merde !» J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie parce que moi, j'ai une valeur, c'est je ne veux pas arnaquer les gens. Et il y a des gens, ils ont aucun problème avec ça. Ils vont te vendre un truc, même 5 euros, tu vois. Une fois, j'étais avec une copine sur un marché à Lyon.
On se promène sur un marché et puis elle voit un espèce de haut, il n'y a pas vraiment de taille, c'était taille unique, et puis elle voulait l'essayer. Et la nana elle lui dit non mais c'est bon, vous n'allez pas l'essayer pour 5 €. Et ma copine, et en plus le truc c'est que ma copine elle l'aurait acheté le truc, hein. Et ma copine elle a regardé la vendeuse et lui a dit bah si, je vais l'essayer même pour 5 €. Parce que si ça me va pas, bah c'est 5 € que je vais jeter à la poubelle. Autant jeter la poubelle tout de suite, c'est 5 €. Du coup, la nana n'a pas voulu. Ah non, vous n'allez pas l'essayer, hein. Bah du coup, elle a dit, bah écoutez, je vais jeter mes 5 € tout de suite à la poubelle. Et du coup, on est parti. Puis oui, il faut être un peu respecter le client en fait. Moi, ça c'est pas ma valeur. Si la personne, elle veut essayer l'article, eh bah pas de problème. Je prends un quart d'heure, je prends 20 minutes qu'on essaye l'article en fait. Parce que moi, je veux que mon client, que ma cliente, que mes clients repartent satisfaits avec un article qu'ils vont kiffer le plus longtemps possible et avec une expérience qu'ils vont adorer. Et puis si elle a envie de revenir demain juste pour me dire bonjour, et bah qu'elle revienne le lendemain en fait. Du coup je me rappelle plus de la question. As-tu déjà vu des confrères vendre au même prix que toi, une qualité bien inférieure, que se passait-il? Donc oui, donc du coup oui, des gens qui revendent les mêmes choses, l'achat-revente les mêmes choses, parce que c'est moins cher ou même prix ou même plus cher, mais que le client revienne et puis lui dise écoutez, moi je veux être remboursé. Alors les clients ils font pas tous des scandales, hein, parce que faut pas croire que sur les marchés les gens ils reviennent tous les jours pour faire des scandales devant tout le monde. Non, il y a des clients qui reviennent, qui te prennent à part, qui discutent avec toi en te disant écoutez, voilà, ça s'est cassé, voilà. Donc mais voilà, c'est un retour, l'objet il est cassé, et puis en plus je rembourse. Enfin, moi je rembourse pas, puisque moi c'est pas mon problème, mais l'objet il est retourné, il est cassé, et en plus le vendeur est obligé de le rembourser en fait. Enfin, il n'est pas obligé, il peut lui échanger, mais en général quand tu as un article, à moins que ce soit un article qui soit le seul défectueux, ça peut arriver, hein. Mais oui, ça peut arriver, genre le fermoir qui casse, ou un bracelet qui casse, ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Bon. Alors, question suivante, qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer des articles autour de 100 €? Ah oui, parce qu'en fait ça c'est pareil, j'avais du coup avant je faisais des articles qui coûtaient 5 €, 10 €, en général c'était pas de la création, hein, c'est de l'achat-revente comme je vous ai dit. Je me suis mis à créer des articles donc en confection, que là je vendais 100 €, facile 100 €. Alors ça je les vendais pas sur les marchés d'été le soir, et encore est-ce que je vendais des vêtements de mes créations? Ah si, ça m'est arrivé de vendre des créations sur des marchés, oui ça m'est arrivé. Il faut être quand même honnête, les articles que je proposais à 100 €, je les proposais pas sur les marchés. Pourquoi? Parce que déjà faire des marchés, il y a beaucoup de manutention, donc on sort, on rentre, on met sur les stands, on range, on le remet dans le camion, on le ressort le lendemain, enfin bref, il y a beaucoup de manutention, et quand on a des articles à 100 €, on n'a pas forcément envie de les trimballer, parce qu'on peut les salir, on peut les déchirer, enfin bref. Donc c'est quand même beaucoup moins sur les marchés, donc ça m'est arrivé de vendre sur des foires, des choses comme ça, des articles à 100 €, des salons où on restait plusieurs jours. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de proposer des articles autour de 100 €? En fait c'est pas que j'ai eu envie de proposer des articles autour de 100 €, c'est qu'en fait c'était pas du tout la même chose. Les articles que je proposais sur les marchés à 5 €, 10 €, c'était de l'achat-revente, c'est-à-dire qu'en fait j'achetais des bracelets, je les revendais. J'achetais des paréos, je les revendais. Voilà, c'était juste de l'achat-revente. J'avais pas le coût de la fabrication, si vous voulez. Alors que là, quand je vendais mes articles autour de 100 €, c'était de la confection. Donc là, j'achetais le tissu, je faisais mes créations, donc c'était des créations 100% uniques. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pu faire des articles à 100 €. J'aurais pas vendu un article à 100 € que j'aurais acheté et revendu, à part si vraiment je l'avais acheté 80 €. mais non, les articles à 100 € que je vendais, c'était de la confection en fait. Et je les vendais à 100 € parce que c'était de la qualité. De la qualité, parce que comme je vous dis, je suis
d'une formation, je suis d'un cursus scolaire de formation couture. En fait, j'ai appris à coudre dans une école de couture, dans 3 écoles différentes de couture. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le redire vite fait. J'ai fait 2 années métier de la mode dans une école. J'ai fait encore 2 années artisanat et métier d'art dans une autre école. Et j'ai fait encore 2 années maroquinerie et chaussures dans une autre école. Donc j'ai fait quand même de la haute couture. C'est vraiment de la haute couture, hein. C'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture, avec les finitions haute couture, avec la broderie haute couture, avec tout haute couture. Alors on peut pas appeler ça haute couture, bon ça je ferai une autre vidéo, mais c'est du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. Donc je vais pas vendre un truc à 100 € si la qualité, ça fait pas la qualité en fait. Si je vendais à 100 €, c'est parce que j'ai les capacités de confection pour un article à 100 €. Parce qu'il y a la qualité qui est là. Ok. Alors, autre question, comment les clients ont-ils réagi à ce changement de gamme de prix? Alors c'est pareil, comme c'était pas du tout la même, c'était de l'achat-revente en fait, les petits prix, et la confection c'était de la création. D'ailleurs, pour information, j'avais ouvert mon magasin, donc c'était un atelier boutique, je cousais dans l'atelier, donc en fait j'avais un magasin, j'avais ma machine à coudre, j'avais mes machines à coudre directement dans la boutique, donc j'avais un petit espace, les gens ils me voyaient, hein, ils me voyaient coudre, j'avais des vêtements que j'avais confectionnés, donc ils choisissaient leurs vêtements, ils allaient essayer, ils me voyaient coudre, etc., on discutait, machin, et j'avais un petit coin où là je faisais un peu de décoration, des choses que j'achetais et que je revendais cette fois. Je faisais de la déco, j'avais un petit peu la décoration de table, j'avais des fois des petites figurines de Noël un peu artisanales italiennes, j'avais qui étaient beaucoup moins chères, et j'avais des vêtements que j'avais créés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, beaucoup me disaient que mes vêtements n'étaient pas assez chers. Des fois j'entends des gens me dire: ah mais les gens ils sont toujours en train de dire que je suis trop cher, mais ça coûte cher de créer. Pourquoi tes clients te disent que t'es trop cher en fait? Mais parce que c'est pas de la bonne qualité en fait. Moi mes clients ne m'ont jamais dit que j'étais trop cher en fait. Moi mes clients ils m'ont toujours dit: t'as de l'or entre les mains, t'es vraiment pas assez cher en fait. Et les clients ils revenaient, j'augmentais mes prix et les clients ils revenaient encore, et ils rachetaient encore d'autres créations, et ils revenaient. Quand je suis sur Annecy, j'ai des clients qui venaient de Chamonix parce qu'ils m'avaient vu dans le journal, et qui venaient parce qu'ils avaient vu un article dans le journal, ils m'avaient vu passer sur la chaîne régionale télévision, sur la chaîne télévisée régionale, et du coup ils venaient dans ma boutique à faire des kilomètres pour venir, et j'étais pas assez cher selon eux. Donc du coup, moi on m'a jamais dit que j'étais trop cher en fait. Donc si on vous dit que vous êtes trop cher, bah c'est pas le problème, c'est pas le client le problème. Le problème c'est que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie en fait. Si vous faites de la mauvaise qualité et que vous faites des prix comme ça, bah vous avez beau y passer des jours et des jours, si la qualité elle est nulle, et bah vous pouvez pas le vendre à un prix élevé en fait. C'est tout en fait. C'est tout. Et c'est pas la peine de dire que les clients sont pénibles ou les clients veulent pas acheter ou quoi que ce soit, ou que c'est la faute du client. Non. C'est parce que vous avez un problème de qualité. C'est pas un problème de prix. Enfin, c'est un problème de prix, mais c'est un problème de qualité. Votre prix, vous pouvez garder ce prix-là. Mais alors à ce compte-là, vous augmentez la qualité. C'est tout. C'est tout. Ou alors vous êtes un escroc. J'exagère un peu. Mais ou alors vous êtes un escroc. Je suis désolée. Moi, quand j'achète un truc sur internet et que je vois waouh, super machin, haut de gamme, patati patata, et que je reçois le machin et que c'est de la daube, et bah pour moi, le vendeur est un escroc. Parce que le vendeur, il voit bien qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas, à un moment donné, si tu vois pas que tu as un problème, c'est que tu es un escroc en fait. Enfin, ou alors il faut changer de métier, ou mettre des lunettes. Hein. Enfin bref. Donc, comment les clients ont-ils réagi à ce changement de gamme de prix? Ben, en fait, il n'y a pas eu de problème en fait par rapport à ce changement en fait, parce que c'était pas les mêmes produits. Il y a des produits qu'on peut acheter. Alors par contre, c'est pareil, vous n'allez pas acheter des produits en disant que c'est vous qui l'avez fait.
Parce que moi, des fois, ça je le vois sur les marchés de créateurs, sur les marchés de créateurs, sur les foires, les machins. Les nanas, elles vont t'acheter 3 perles, elles vont te faire 2 bracelets, et elles vont te dire « Ah, je suis créatrice !» Ben non, t'es pas créatrice en fait. T'as pas créé tes perles. T'as juste monté ton bracelet en fait. Et puis c'est pareil, les bracelets se ressemblent tous en fait. Venez pas me dire que vous êtes créateur. Alors je vous dis pas qu'il faut créer exactement le tissu, je le crée pas non plus, tu vois. Je vais essayer d'en créer, de peut-être un jour lancer ma propre marque de tissu, ce serait cool. Mais j'en suis pas encore là. Chaque chose en son temps. Après, si vous voulez vraiment être créateur, eh ben achetez-vous des moules, je sais pas moi, ou trouver des perles vraiment extraordinaires, qui changent de l'ordinaire, qui sont un peu... Parce que les nanas qui vont acheter des perles à 20 centimes, le sachet de 100 perles sur des sites, puis après qui veut vous dire « Ah non, mais le collier coûte 100 € quand même hein. !» J'avais des colliers, moi, que je vendais dans ma boutique, justement. C'était pas moi qui les avais fabriqués. Je les vendais cher, mais c'était de la qualité. C'était pas moi qui les avais fait, je sais plus, peut-être que c'était une créatrice qui me les avait vendus, ou c'était des choses uniques et qui sortaient de l'ordinaire. Et je les vendais à un bon prix. Je les bradais pas, quoi. Et je les aurais jamais bradés. Parce que je sais très bien que c'est des produits qui se vendent à ce prix-là. Voilà, point barre. Ensuite, est-ce que, même dans le haut de gamme, tu as vu des marques pratiquer des prix élevés sans offrir la qualité attendue? Alors ça, ouais. Ça, malheureusement, ça arrive. Je dirais pas que ça arrive souvent, mais ça arrive. Alors, logiquement, quand vous tapez dans le luxe, donc le luxe, c'est les produits Louis Vuitton, Chanel, Dior, Fendi, et j'en passe. Ça, c'est des produits qu'on appelle des produits de luxe. Okay, le haut de gamme, c'est des produits qui sont un petit peu en dessous du luxe en fait, mais qui sont quand même de très bonne qualité. En fait, c'est un peu comme le luxe, mais un tout petit peu différent. En général, c'est parce que le prix est beaucoup moins élevé. La qualité doit être à peu près similaire, mais c'est que le prix est beaucoup moins élevé. Moi, j'ai eu des clientes, notamment en retouche, parce que je faisais aussi un peu de retouche. J'ai eu des clientes qui étaient également qui sont devenues également des amies, hein, qui avaient des enfants. Vous savez, là j'ai un peu ado là. Et qui s'habillaient un peu en skater, enfin bref, qui s'habillaient avec des marques de skateurs, qui étaient quand même soi-disant dans le haut de gamme. Et en fait, je sais même pas si c'était du haut de gamme en fait. C'était d'une gamme chère. Et les mamans, elles venaient me voir en me disant, mais en fait, j'ai acheté ce jean il y a 2 jours, il est déjà déchiré quoi. Donc oui, il y a des marques qui se disent haut de gamme, qui vont pratiquer des prix élevés, et qui vont pas être de bonne qualité, parce qu'en fait ça c'est pareil, ils vont vous dire que c'est de la bonne qualité, mais déjà c'est du prêt-à-porter. Donc le prêt-à-porter, de la manière dont vous coupez votre tissu, c'est le gain d'espace. En fait, le gain de place. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez prendre votre tissu, vous allez couper votre tissu. Si vous voulez faire un maximum, par exemple vous allez faire un pantalon, vous voulez faire un maximum de pantalons dans un minimum de tissu, et bien vous allez mettre le pantalon, les patrons n'importe où en fait, sans respecter ce qu'on appelle le DL, le droit fil en fait, sans respecter notre droit fil. Donc en fait le tissu va être tout n'importe comment en fait. Ça va pas se tenir en fait. Et même pire, il y en a qui vont tellement raccourcir, et à l'époque c'était ça qui s'était passé, ils avaient tellement raccourci les marges, les valeurs de couture, qu'en fait le tissu avait été cousu tellement près du bord qu'en fait le tissu s'était effiloché, et en fait c'était pas vraiment déchiré, mais comme il était cousu trop près du bord, en fait à force de bouger, le tissu s'était effiloché, puis en fait ça avait fait un trou à l'entrejambe au niveau de la couture en fait, et la mère était vraiment pas contente. Le pantalon, elle avait dû le payer, j'en sais rien franchement. C'est une marque qui est pas c'est une marque qui est très connue dans le monde des skateurs. Moi, si elle m'avait pas dit que c'était une marque de skateur, j'aurais jamais su en fait, parce que je suis pas du monde du skate. Enfin, je sais pas si elle existe toujours. En tout cas, à l'époque, elle était pas contente. Mais après, son fils, il jurait que par ça. Mais bon,
Moi, je pense qu'elle n'a pas dû racheter, ou alors elle a dû changer de marque, ou je sais pas, mais... Enfin bref, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas contents, en fait. Et en général, je vais vous dire un truc, si vous vendez des choses chères et que la qualité ne suit pas, il faut savoir que vous perdez la confiance de clients qui ont les moyens d'acheter cher. Parce qu'à la rigueur, vous allez me dire, je fais de la merde, mais je vends pas cher. La personne, elle va acheter une fois et elle ne reviendra pas. Je m'en fous, c'est pas cher. Il y en a beaucoup qui font ça, hein. Les saisons et tout. Dans les restaurants, les machins, ils font des glaces dégueulasses, mais c'est pas grave, de toute façon, les clients, on les reverra pas. Bah, ça, c'est un manque de respect pour le client. C'est quelque chose que je pourrais jamais faire. Bon, bref. Mais si vous vendez de la marchandise, de la création chère, mais qu'il n'y a pas la qualité derrière, que la personne va dire « Oh, c'est cher, donc ça doit être de la qualité !» Elle va acheter le truc qui va se découdre au bout de 2 jours. Elle va dire « Ah, ben c'est de la grosse caca hein. !» Et elle va y jeter et elle reviendra jamais vous acheter des choses. Et en plus, elle va en parler à ses copines. Ah non, mais elle va surtout pas acheter chez elle parce que c'est de la qualité vraiment médiocre. Hein. Vu le prix, franchement. Par contre, moi, dans ma boutique, quand j'avais les nanas qui venaient acheter des trucs chez moi et qu'elles voyaient que non seulement je les conseillais, je prenais du temps avec elles, on discutait, le sourire, l'amabilité, on était très aimable, tout allait bien, je prenais mon temps avec elles, tu vois. J'étais très cordiale, j'étais respectueuse, pas parce que j'étais hypocrite, parce que c'est mon tempérament aussi. Hein. Je faisais pas semblant non plus. Hein. Bah, la personne, elle passait un bon moment. Un peu comme chez le coiffeur, hein. Quand tu vas chez le coiffeur, tu racontes ta vie à la coiffeuse, tu passes un bon moment, tu es tranquille. Mais là, c'est pareil en fait. Elle venait, elle me parlait, il me parlait, nanana, nanana. Elle m'achetait. Il y a même des fois, moi je me rappelle une fois, sur un marché, il y a une nana, en fait, c'était une nana qui était à côté de moi qui vendait des bijoux. C'était un marché nocturne dans le sud de la France. Et elle vendait des bijoux. Et il y a une nana qui lui a acheté, en fait, elle discutait avec la vendeuse. Et la nana lui a acheté un bracelet ou des boucles d'oreilles, enfin bref, elle lui a acheté des bijoux. Et en fait, elle lui a dit, franchement, elle lui a dit, je vous achète pas parce que j'ai envie d'acheter. Elle dit, je vous achète parce que vous êtes tellement gentil que j'ai envie d'acheter quelque chose pour vous remercier, en fait. Et ben, je suis sûre que la vendeuse, elle a passé un très bon moment à discuter avec la cliente qui n'était encore pas une cliente. Elle a passé un très bon moment, en plus elle était super sympa, cette nana s'appelait Stella, je me rappelle. Si Stella, tu passes par là, je te fais un coucou. Et elle était super sympa, elle est super gentille, elle était vraiment chaleureuse, cette nana. Et je pense qu'elle a fait ça vraiment avec son cœur, à être gentille, à être discuter avec la cliente qui n'était pas une cliente, avec cette passante en fait. Et pour la remercier, la passante, elle lui a acheté quelque chose. Alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et du coup, Stella, elle était 2 fois plus contente. Elle était contente parce qu'elle a passé un bon moment avec la nana. Et en plus, elle lui a acheté quelque chose. Que demande le peuple? Franchement, c'est pas ça le but en fait. Enfin, le but aussi, c'est de kiffer la vie. Hein. Hein, toujours. Alors, est-ce que tu as vu des marques pratiquées, des prix élevés? C'est bon, j'ai répondu. Je pense que j'ai bien répondu. On verra. Au pire, je compléterai la vidéo, mais je pense que c'est bien répondu. Alors, on continue. Alors, pourquoi, selon toi, certaines marques arrivent à vendre cher avec une mauvaise qualité? Alors, bonne question. Déjà, je pense que c'est parce qu'ils vendent pas en face à face. Parce que quand tu commandes un truc sur internet, c'est plus facile de croire que c'est de la bonne qualité, puis de recevoir, ou alors d'avoir des fausses photos et de recevoir un produit médiocre. Ça arrive. Donc ça c'est facile. Et ça c'est de l'arnaque. Hein. Ça c'est ni plus ni moins de l'arnaque. Vous pouvez faire un dépôt de plainte, etc. C'est de l'arnaque. Les gens ils savent pas en fait. Je sais pas, je saurais pas trop quoi répondre à cette question en fait, parce que moi ça me paraît aberrant en fait. Mais peut-être que le vendeur il a la tchatche en fait. Peut-être qu'il dit pas tout, peut-être qu'il y a des vices cachés et il le dit pas, peut-être que, par exemple, on va reprendre l'exemple de ma pote là qui avait acheté un pantalon à son fils, skater là. En fait c'est parce que c'est une marque qui est connue. En fait c'est une marque qui est connue du monde du skate en fait. Là je pense plutôt que le produit avait un défaut.
parce que vu ce qu'elle m'a raconté, la manière dont le truc avait été déchiré, parce qu'il avait été trop cousu du bord, c'est parce qu'en fait le produit a tellement été mal fabriqué en fait que du coup il y a eu un défaut en fait, c'est eu un défaut de fabrication et le truc a pété quoi. Ou alors ça a été fabriqué tellement vite que la couturière a pas vu que le fil avait été, je sais pas moi, le surfilage avait été mal réalisé et ça a pété en fait. Il y a plein de raisons. Enfin, on peut avoir plein de raisons pourquoi le pantalon a pété. Je pense que c'est parce que c'était un défaut. Faut pas non plus en vouloir non plus trop à la marque, mais c'est voilà. En tout cas, moi, la cliente, elle était pas très contente. Hein. Bon après si ça arrive une fois sur tous les pantalons qu'elle achète, bon, pas de bol. Mais bon, si ça arrive à chaque fois qu'elle achète un pantalon de cette marque-là, là, il faut changer quoi. On va dire que cette marque, elle vendait que de la merde et qu'elle arrivait à vendre ça. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, les gens, si vous achetez des choses qui sont de mauvaise qualité à un prix élevé, je pense qu'au bout d'un moment, vous ne y retournerez pas en fait. On va dire, allez, hop, j'ai acheté un truc de mauvaise qualité, j'y vais, on me le échange, si le truc qui tient pas, je le ramène, et puis si je le ramène 3 fois puis que le truc il casse, c'est que c'est de la merde, c'est pas un problème, c'est que c'est toute la rangée qui est comme ça quoi. Je pense que ça arrive pas souvent. Je repars sur mon exemple qui n'a rien à voir avec le vêtement. Quand je travaillais dans le sud de la France, dans les saisons, comme ça je faisais les saisons, j'avais entendu dire qu'il y avait notamment des glaciers ou des restaurateurs, on va dire des restaurateurs, qui faisaient des trucs qui n'étaient pas spécialement bons, qui n'étaient pas spécialement corrects par rapport au prix. Enfin bref, passons les détails. Et en fait, j'avais entendu dire que des professionnels qui faisaient ça et qui disaient mais de toute façon je m'en fous parce que dans une semaine, il y aura des nouveaux touristes qui vont arriver, qui viendront consommer et qui vont partir, ils vont peut-être trouver dégueulasse, et en tout cas, ils auront payé, ils reviendront pas, mais c'est pas grave, parce que la semaine d'après, il y aura encore des nouveaux touristes. En gros, ils arrivaient à vendre leurs produits dégoûtants, en fait, parce qu'il y avait un brassage, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas des clients qui revenaient régulièrement. C'était pas, ils fidélisaient pas une clientèle. Non, c'était tout le temps du nouvel arrivage, et c'était toujours du client, du touriste. Donc du coup, en fait, c'était un roulement. En fait. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, que des marques arrivent à vendre des choses chères qui ont de la mauvaise qualité. C'est parce qu'en fait, ils comptent pas sur la fidélité client. Ils comptent sur le brassage, en fait, du client. Imaginez, vous allez, il y a un institut, et ça marche. Oui, moi je pense que ça marche surtout sur internet ça. Mais par exemple, vous allez vous faire masser un institut qui est à côté de chez vous, votre masseuse elle vous fait mal, les produits, vous êtes recouverte de boutons, ça vous a brûlé la peau, vous n'allez pas y retourner. C'est logique en fait. Par contre, si vous passez un super bon moment avec votre masseuse et tout, puis elle vous fait des soins, puis elle vous donne des échantillons et patati et patata, vous y retournerez. Non seulement vous y retournerez, mais vous parlerez de cet institut à toutes vos copines en fait. Et peut-être même que vous en parlerez sur les réseaux. Donc de fil en aiguille, il y a des nouveaux clients et en plus ils sont fidèles. D'accord ? Donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que les gens, quand ils vendent cher de mauvaise qualité, ils vendent de la quantité en fait. Ils vendent de la quantité et ils cherchent de la quantité j'allais dire de touristes, mais la quantité de clients en fait. Ils cherchent pas, mais ça c'est compliqué hein. Parce que quand vous avez un client qui est fidèle, quand moi j'étais à la boutique, alors moi j'étais dans ma boutique, et quand j'avais des clients qui étaient fidèles, qui revenaient toutes les semaines, même des fois juste pour dire un bonjour, et qui revenaient avec leur robe, ah vous avez vu, je porte votre robe aujourd'hui, toute contente, et ben elle revenait en fait. C'est plus compliqué de trouver des nouveaux clients que de fidéliser sa clientèle déjà acquise en fait. Ça c'est sûr en fait. C'est sûr. J'en suis où ? Qu'est-ce que les consommateurs devraient vérifier ou se demander avant d'acheter un vêtement, quel que soit le prix ? Donc avant d'acheter un vêtement, déjà il faudrait vérifier que les coutures sont droites. Parce que des fois, moi je vois des trucs sur les marchés des créateurs, des choses comme ça, les coutures elles sont comme ça. Puis quand tu as le malheur de dire à la nana, vous avez vu, vos coutures elle est pas très droite, hein. Ah c'est bon, c'est artisanal.
Bah justement en fait, si c'est artisanal, essaye de coudre droit en fait. Et moi ça me fait halluciner. Quand le truc il est tout comme ça, tu vois, des fois t'achètes des porte-monnaies, les machins ils sont comme ça, les coutures elles sont comme ça, les machins c'est coupé comme ça, les dessins ils sont comme ça. T'as envie de lui dire mais t'as remarqué que c'était tout de travers? Ah mais c'est bon, c'est artisanal. Alors, admettons, dans ton appartement, tu refais faire ta salle de bain. Tu fais appel à un artisan carreleur. L'artisan carreleur, il va te poser un super carrelage que tu as choisi avec précaution, que tu adores, que tu trouves magnifique. Et il te pose tous les carreaux comme ça. Comme ça, là. Et puis tu vas voir le carreleur, tu lui dis, non mais attendez, vous avez vu un petit peu là, le carrelage, il est comme ça, là. C'est pas droit. Et votre carreleur, il va vous dire, non mais attendez, c'est bon, c'est artisanal. Hein. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah bon d'accord, bah si c'est artisanal, pardon, autant pour moi. Non, vous allez lui dire, vous pétez tout, vous recommencez. Et puis ça a intérêt d'être nickel. Bah oui. Bah oui. Ben voilà, là c'est pareil en fait. Alors c'est pas la même chose qu'une salle de bain, c'est peut-être pas le même prix. Mais c'est ce qu'on appelle la qualité en fait. La qualité. Et après vous allez me dire, ah, je comprends pas, moi les clients, ils veulent pas acheter, ils trouvent que c'est trop cher. Bah oui, regarde déjà la qualité de tes coutures. Bon, la question c'était pas vraiment ça. La question c'était, qu'est-ce que les consommateurs devraient vérifier? Donc, qu'est-ce que les consommateurs devraient vérifier? Ben, c'est-à-dire que si les consommateurs devraient vérifier ça veut dire que les créateurs devraient le vérifier. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. Positionne-toi en tant que consommateur. Est-ce que j'achèterais ça en fait? Bah les coutures, elles sont pas droites. Ah puis la couture, le fil là il est tiré, là ça fait des bouclettes. Bah non en fait. Ah puis là il y a un trait de crayon dégueulasse. Ah puis là c'est quoi ça? C'est une tache? Bah non en fait, je veux pas acheter ça en fait. Ah oui mais ça peut se laver. Bah lave-le. Et puis on en reparle. Qu'est-ce que je pourrais vérifier? Est-ce que les fermetures à glissière, elles fonctionnent? Enfin bref, il y a plein de choses à vérifier en fait. Voilà, la première chose à vérifier, c'est le textile en fait. Est-ce que la matière est de qualité en fait? Est-ce que la matière est de qualité? Est-ce que les coutures sont de qualité? Est-ce que quand vous tirez dessus, ça tient? Vous n'allez pas aller dans les magasins puis tirer sur tous les machins. Mais déjà, quand vous le portez, si vous avez un vêtement, si vous portez le vêtement, déjà, essayez-le. Alors déjà ça, essayez votre vêtement. Si le vêtement, vous êtes censé avoir une robe droite, et puis la robe, elle fait les coutures de côté, si elles sont pas sur les côtés, si elles sont comme ça, c'est qu'il y a un problème. Si les lignes au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça, c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est un peu d'instinct. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes cours de couture, mes premières années de cours de couture, qu'il fallait toujours être nickel, tip-top dans le luxe et le machin, avec mes copines que j'avais à l'école, quand on allait faire les magasins et tout, on allait se promener dans les boutiques, on regardait la qualité des vêtements, mais on n'a plus jamais acheté un vêtement dans le commerce, tellement que c'était pourri en fait. Nous, on nous apprenait à faire des coutures nickel, pas un truc de travers, pas un machin, pas un truc, pas un... nickel, gamme hyper élevée. Dès que je rentrais dans un magasin, bah des fois je m'amusais à regarder les défauts en fait. Il n'y avait que ça en fait. Bon, après tu t'essayes un peu moins de regarder les défauts parce qu'après tu t'habilles plus, tu fais que tes vêtements toi-même. Et puis le but du jeu, c'est pas de réaliser ses vêtements. À part si c'est votre passe-temps. Mais si vous travaillez pour vendre vos vêtements, moi des fois il y a des gens qui me disent, et ça ce que tu portes, c'est toi qui l'as créé? Ça là? Bah non. Bah non, c'est pas moi qui l'ai créé. Parce que si c'était moi qui l'avais créé, déjà j'aurais pas pris ce tissu-là, qui d'ailleurs n'est pas un tissu, c'est une maille. Différence. J'aurais déjà pas pris cette matière-là. Et puis si c'était moi qui l'avais créé, mais je l'aurais pas fait comme ça. Et puis j'aurais pas fait ça. Moi, quand je crée des vêtements que je porte, c'est pour des grandes occasions, c'est pour des soirées, c'est pour c'est des vêtements qui ont de l'allure. C'est pas pour crever de chaud en plein été et transpirer, tu vois. Bah non. Parce que moi, quand je crée des vêtements, c'est pour les vendre. C'est parce que c'est mon gagne-pain en fait. Je fais pas ça pour jouer à la poupée. Hein. Moi, je fais ça parce que c'est pour gagner ma vie. Moi, si je couds quelque chose, je vais y passer des heures. Je vais travailler comme une acharnée dessus. Je vais y passer des heures. Je vais être pile poil, luxe, haut de gamme, truc de qualité. Tu crois que c'est pour le porter moi? Mais non,
c'est pour le vendre. Parce que moi, si je me fais une création à moi et que j'y passe 10 heures, bah, le truc, je vais en prendre hyper soin, quoi. Voilà. Ou alors, je me fais des choses un peu faciles à faire, mais ça ne sera pas du haut de gamme, en fait. Ça sera toujours du haut de gamme, mais ce sera un temps, comment dire, ce sera un temps, presque un temps de perdu, en fait. Parce qu'en fait, je vais gagner 0 dessus, en fait. À part si je réalise une tenue pour en faire une vidéo YouTube et pour vous montrer comment la faire. Là, par contre, ce ne sera pas du temps de perdu, entre guillemets. Ce sera quelque chose que je vais vous montrer. Quand je montre à mes élèves comment fabriquer une robe, comment fabriquer un chemisier que je vais garder pour moi, c'est pas du temps de perdu. C'est du temps investi intelligemment pour montrer à mes élèves comment fabriquer un vêtement haut de gamme qui peuvent revendre 200 €. Là, ça ne me dérange pas de porter une chemise à 200 € parce que c'est pas perdu, c'est pas une valeur perdue en fait. C'est sûr que moi, fabriquer un vêtement à 200 € pour le porter moi, si c'est pas pour une grande occasion, je vois pas l'intérêt en fait. Bon, après ça c'est moi, mais voilà. Je ne sais pas si c'est une question, enfin c'est une petite aparté que j'ai fait là. Peux-tu partager une anecdote marquante d'une cliente qui a été surprise, en bien ou en mal, par la qualité d'un vêtement? Par la qualité d'un de mes vêtements, je pense. Le vêtement m'a toujours dit waouh, mais vous avez des mains en or. Alors, pour la qualité, mais en fait, en général, les gens ne savent pas trop à faire la différence. Alors, quand c'est une bonne qualité, ils le voient. Quand c'est très bonne qualité, en général, ils le voient pas vraiment. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des clients qui soient aguerris. Des clients qui ont vraiment l'habitude de consommer du luxe pour voir que c'est vraiment très haut de gamme, en fait. Un jour, je me rappelle, j'avais... je liquidais en fait mon stock parce que je fermais ma boutique et puis j'avais pas envie de me trimballer encore des vêtements, quelques vêtements qui me restaient. Donc j'avais fait une brocante et je vendais des vêtements à moi que je mettais plus, je vendais des vêtements qu'on m'avait donnés, des copines qu'elles mettaient plus, elle m'a dit bah tu y vendras à la brocante, et je vendais des créations que j'avais fabriquées moi. Des créations en soie, attention, pas n'importe quelle création. Tout est parti. Et je regardais les nanas, fouiller dans mes affaires. Et ben tout ce qui était du style polyester, des choses un peu dégueulasses, enfin pas dégueulasses, mais j'exagère, mais des matières qui ont aucun charme, des matières que les gens ont l'habitude de porter. Alors, et en fait, je regardais l'attitude des nanas, en fait, elles se ruaient toutes, alors j'avais beaucoup de monde à mon stand, hein, elles se ruaient toutes sur des choses, mais par exemple j'avais des gilets en cachemire qui étaient neufs, je les ai pas vendus. Du coup, je les ai donnés à une copine. Ne vous inquiétez pas que ma copine, elle les a pris. Hein. Elle n'a pas rechigné pour les prendre. Hein. J'avais des robes, des tuniques en soie et tout. Elles l'ont même pas touché en fait. Si, elles ont dû le toucher puis elles ont jeté en fait. Parce qu'elles n'ont pas, comment dire, elles n'ont pas l'éducation de la matière en fait. Tu vas faire toucher une soie sauvage à quelqu'un, elle va te dire mais c'est quoi cette matière de merde en fait? C'est quoi? C'est pas de la bonne qualité, regarde, il y a des défauts et tout. Non, c'est juste de la soie sauvage en fait. C'est pour ça qu'on appelle de la soie sauvage. Mais une personne, tu vas faire toucher un lin un peu naturel à quelqu'un, il va dire mais c'est quoi cette matière? C'est bizarre en fait. Ah non, ça doit être de la gnognotte. Mais si la personne elle n'est pas éduqué, tu vas faire goûter un bon vin à quelqu'un, si son palais il n'est pas éduqué, alors je dis pas que mon palais il est éduqué, hein, mais si son palais il n'est pas un peu affiné, ben il va dire ah c'est de la piquette. Ben, c'est pareil avec les étoffes en fait. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait je pense que les gens qui ont l'habitude d'acheter du luxe, dès qu'ils vont voir quelque chose qui n'est pas luxe, tac, tout de suite, ça va leur faire tilt en fait. De toute façon, vous les voyez bien, quand vous croisez des gens dans les magasins, dans la rue, vous voyez bien tout de suite un vêtement qui est luxe et un vêtement qui n'est pas luxe, même s'il n'y a pas une grosse marque. Moi, des fois, les gens ils me font rire en me disant « Ah oui, mais moi, s'il n'y a pas une grosse marque marquée dessus, ça ne m'intéresse pas. » Oui, mais c'est parce que tu n'es pas éduqué en fait. En fait, toi, tu es dans le tape à l'œil de la marque, parce que tu connais que la marque en fait.
Mais les grandes, par exemple, les grands, comment elles s'appelaient, les sœurs Olsen, elles ont une marque de vêtements, elles n'ont pas de marque. Il n'y a pas de marque. Il y a des stars, il y a énormément de stars qui s'habillent avec leur marque à elles. Elles n'ont pas de marque. C'est le tissu qui est qualité, c'est le vêtement qui est qualité. On s'en fout d'avoir une marque en fait. Ceux qui se trimballent avec une grosse marque là-dessus, soit c'est du faux, soit c'est des gens qui ont pas la notion du luxe. Parce qu'ils ont pas besoin d'avoir une marque. Quelqu'un qui va avoir la notion du luxe n'a pas besoin d'avoir une grosse marque placardée sur son vêtement. Il sait que le tissu est de qualité, il sait que le tombé est de qualité. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je pars dans les trucs là. Peux-tu partager une anecdote marquante d'une cliente qui a été surprise en bien ou en mal par la qualité d'un de tes vêtements? Oui, moi on m'a toujours dit que j'avais de l'or dans les mains, que je vendais pas assez cher. Une cliente surprise d'une de mes qualités, pas forcément. Alors, le plus surprenant, c'est quand je me rappelle quand j'avais ma boutique. Moi, j'ai commencé la confection haut de gamme professionnelle en 2000. En l'an 2000. Donc, c'est simple. Donc, quand j'ai ouvert ma boutique, je pense que ça devait être en 2010. Et quand je disais, alors déjà, je fais jeune. Apparemment, je fais plus jeune que mon âge. Et quand je disais à mes clientes, quand mes clientes elles me disaient mais attendez, mais vous avez de l'or dans les mains, vous vendez pas assez cher, mais ça fait combien de temps que vous faites de la couture? Et que je leur disais mais écoutez, 10 ans, mais vous avez quel âge? Parce que c'était surprenant en fait. C'est surtout ça en fait. C'était par rapport à mon âge. C'était pas possible. Enfin, c'est pas que c'était pas possible, mais c'était surprenant que j'ai une aussi grande faculté de création par rapport à mon jeune âge. En fait, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir 16 ans et savoir super bien coudre. C'est pas une question d'âge en fait, c'est une question de dextérité. C'est une question de... Il y a une autre anecdote aussi qui me vient, c'est une question d'avoir envie, d'avoir des valeurs. Et quand je vous parle de valeurs, c'est pas la valeur pécuniaire, c'est la valeur de sa propre personne en fait. Si moi ma valeur c'est du haut de gamme, faire plaisir à mes clientes, et j'ai pas envie de me disputer avec un client pas content, et je vais tout faire pour que mon client soit content en fait. Ça c'est une de mes valeurs en fait. Moi je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour que mon client soit content. Et je sais très bien que les clients qui viennent à moi, que ce soit pour m'acheter une création ou que ce soit dans mon école de couture, je sais très bien qu'une de mes élèves ou un de mes élèves qui va venir s'inscrire dans mon école de couture, déjà je vais le sélectionner, je vais lui faire passer entre guillemets un entretien d'entrée dans mon école. Je sais très bien que je vais tout donner pour mon élève parce que ça fait partie de mes valeurs. Je vais pas dire à mon élève ok je te prends dans mon école mais tu te démerdes. Mais non, c'est pas possible en fait. C'est ma valeur haut de gamme, mais ma valeur qualité client, qualité de la création et qualité de ma relation avec mon client en fait. Si je te dis je peux t'aider dans ton entreprise, si tu as une entreprise de couture, tu as un peu du mal, etc., je peux t'aider et que je t'aide pas, pour moi c'est impossible. C'est soit je te dis ok je peux t'aider et je fais tout pour t'aider, c'est-à-dire que je fais tout pour t'aider. Évidemment, si tu fais rien de toi de ton côté, si tu me laisses tout faire, je vais te dire écoute, moi ça m'intéresse pas. Mais c'est parce que je t'ai choisi en fait. J'avais une autre anecdote, je m'en rappelle plus. Bon bref, ça va peut-être me revenir en tête. Je dis beaucoup des gros mots moi par contre. Mais bon bref, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Déjà 54 minutes. Alors, si tu devais résumer, qu'est-ce qui compte le plus? Le prix affiché ou le savoir-faire derrière? Alors moi je dirais le truc qui coûte un peu des deux en fait. Le savoir-faire, pour moi on ne peut pas vendre quelque chose de haut de gamme s'il n'y a pas un savoir-faire. D'accord? Le luxe il est basé sur du haut de gamme. Le luxe il est basé sur un savoir-faire. D'accord? On ne peut pas vendre cher s'il n'y a pas un savoir-faire derrière. Ça c'est clair et net. Si vous voulez vendre des trucs chers mais que vous ne savez pas correctement, parce qu'il y a des codes, la couture c'est pas je prends une machine, j'achète une machine, ça y est, je couds droit et ça y est, je sais coudre. Non, c'est pas ça la couture en fait. Il y a un savoir-faire derrière. La couture
ce qu'on appelle un artisanat d'art. Si c'est un artisanat d'art, ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait. Parce que sinon vous allez acheter un truc en Chine et puis on s'en fout quoi. Parce que je vais vous dire un truc, hein. Moi j'ai vu des choses, des créations sur des marchés, des foires et des choses comme ça, des marchés de créateurs que j'aurais jamais acheté, d'ailleurs que je n'ai pas acheté, hein, qui ne s'est pas vendu, qui de toute façon les créateurs ils se plaignent, les gens les achètent pas, les gens gna gna gna, mais que tu achètes la même chose sur internet, sur un site chinois qui est beaucoup mieux fait que son propre truc à cette fameuse créatrice là, cet artisan, c'est artisanal, on peut faire des liens, c'est artisanal, c'est tout cousu de travers mais c'est artisanal, et ben autant acheter un truc qui est pas artisanal sur un site chinois qui est 3 fois moins cher et puis qui est bien fait en fait. Enfin, franchement, franchement, si c'est pour faire marcher un artisan qui veut pas se remettre en question, bah autant arrêter son artisanat et autant retourner travailler, je sais pas où, mais arrête en fait. Faut pas encourager les gens à travailler dans l'artisanat si c'est pour se foutre, enfin, je dirais même pas pour se foutre de la figure des clients, parce que je pense que l'artisan en question, la créatrice ou le créateur en question, je pense qu'il s'en rend même pas compte en fait. Et c'est pour ça il faut réveiller les gens en fait. Il faut réveiller les gens. Alors, qu'est-ce qui compte le plus, le prix affiché ou le savoir-faire derrière? Alors, moi je voulais vous dire, le savoir-faire derrière, il est hyper important, mais il est forcément collé en corrélation avec le prix affiché en fait. Parce que le savoir-faire, si tu as du savoir-faire, mais que tu sais pas, tu as un prix trop bas, et ben ça marchera pas en fait, ton entreprise elle pourra pas fonctionner. Si tu as un savoir-faire, tu pourras mettre un prix élevé, et c'est quand même le prix final qui compte, parce que c'est bien beau d'avoir un savoir-faire, mais si derrière tu peux pas le vendre ou tu as un prix trop faible, bah ton entreprise elle coulera en fait. Mais qu'est-ce qui compte le plus, le prix affiché ou le savoir-faire? Bah pour moi c'est le savoir-faire qui est hyper important, mais par contre faut pas se planter dans le prix. Donc je vais peut-être dire le prix affiché. Le prix affiché doit être élevé parce que tu as un savoir-faire élevé. Si ton prix affiché il est élevé en disant bah, c'est du haut de gamme, c'est pour ça que c'est élevé, parce que je suis un artisan, parce que c'est de la pièce unique, je sais pas quoi, c'est fait à la main, je sais pas quoi, tu peux avoir tous les arguments de vente, s'il n'y a pas de savoir-faire derrière, tu vendras pas. Et comme je dis, si tu as un prix qui est trop bas, comme moi j'avais à l'époque, si tu as un prix qui est trop bas et que tu as un super savoir-faire, tu vas travailler énormément, tu vas te tuer à la tâche, alors que si tu avais un prix plus élevé, eh ben, tu aurais plus de temps pour faire tes créations, tu aurais plus de temps pour te consacrer à tes clientes, à tes clients, et ils en seront beaucoup plus satisfaits en fait. Je pense quand même. Donc en fait, il n'y a pas de plus le plus important en fait. Qu'est-ce qui compte le plus, le prix affiché ou le savoir-faire? Ça franchement c'est hyper compliqué, c'est une question. Qu'est-ce qui compte le plus, le prix affiché ou le savoir-faire? Je pense que ça va pas l'un sans l'autre en fait. Mais je pense que je dirais plus le savoir-faire. D'ailleurs, vous voyez, à l'époque des roi Soleil, machin, ils faisaient toujours appel à des artisans d'art. C'était toujours ça en fait, c'était de l'artisanat d'art en fait. T'allais pas à Versailles ou je sais pas dans quel grand château huppé si t'avais pas un savoir-faire en fait. Le prix à la rigueur, en fait, le prix en fait, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est le savoir-faire en fait. Si t'as le savoir-faire, tu peux mettre tous les prix que tu veux en fait. Tous les prix. Limite, vous croyez, je sais pas, j'y étais pas, mais quand ils ont cherché des artisans pour refaire la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous croyez qu'ils ont regardé le prix affiché en bas du devis? Non, ils ont regardé le savoir-faire de l'artisan. Ils se sont dit, lui, c'est un artisan d'art qui claque. Allez, on le prend. On s'en fout en fait qu'il ait demandé 100 millions d'euros. On s'en fout en fait, du moment qu'il a le savoir-faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le savoir-faire. Alors en fait, c'est ça, c'est le savoir-faire qui compte le plus en fait. Parce que si tu as le savoir-faire, tu passeras partout. Tu passeras partout. Tu peux mettre le prix que tu veux. Tu peux donner ton truc. Parce que regardez, je vais vous raconter ce qui se passait en fait.
Je vous ai dit au début, quand je faisais des créations que je trouvais qui n'étaient pas assez bien pour être vendues, bah du coup je ne les mettais pas à la vente en fait. Mais je savais que la création était bien. Si par exemple il y a un petit point qui a un peu de travers et tout, oh là non, ça je peux pas vendre ça parce que moi je suis dans la haute couture, je suis du luxe, je peux pas vendre ça. Donc pour moi, même si ça ne se voyait pas, hein, pour moi je pouvais pas vendre ça parce que c'était mettre en péril mes valeurs, en fait c'était pas aligné avec mes valeurs. Bon, il fallait vraiment que ce soit nickel, donc je pouvais pas le mettre à la vente parce que je savais très bien que c'était pas possible en fait. Je veux pas dire que ça m'aurait empêché de dormir, mais que pour moi c'était pas possible. Je pouvais pas mettre ça à la vente, mais je le jetais pas. Bah qu'est-ce que je faisais? Je savais qu'il y avait du savoir-faire. Admettons, je faisais quelque chose que j'aurais dû vendre 100 €, mais comme j'ai trouvé qu'il y avait une petite couture qui n'était pas vraiment bien, machin, du coup, bah non, je le vends pas 100 €. Le savoir-faire est là. Mais du coup, le prix affiché, bah, je pouvais dire, bah ça, il y a un petit défaut, bah je le vends pas 100 €. Je le vends que 45 €. Donc la personne, elle est contente. Ah, mais ce défaut, il se voit pas. Oui, mais pour moi je sais qu'il y a un défaut en fait. Donc si vous ne le voyez pas, tant mieux pour vous. Mais moi, je ne peux pas le vendre à 100 €. Parce que je sais qu'il y a un défaut. Et la personne qui va me l'acheter à 45 €, je vais lui dire, il y a un défaut là. Ok. Donc le prix affiché, en fait, on s'en fout. C'est le savoir-faire qui compte. Voilà. Est-ce que la personne, elle aurait acheté à 45 € la même chose, tout comme ça, machin? Bah, je pense pas. Donc c'est le savoir-faire qui est le plus important. Le prix, à la rigueur, on s'en fout en fait. Est-ce que vous allez pouvoir vendre, par exemple, je dis une bêtise, vous allez pouvoir vendre, par exemple, une robe de mariée 2000 € parce que vous avez un savoir-faire. Maintenant, vous allez avoir la reine de je sais pas trop quel pays qui vous appelle en disant oui, je veux que vous fassiez ma robe de mon mariage. Vous allez lui vendre 25 000 €. Le prix, on s'en fout parce que vous avez le savoir-faire. Donc le plus important, c'est le savoir-faire. On continue. Quel conseil donnerais-tu à un créateur de mode qui veut vendre ses créations au juste prix? Eh bien, avoir un savoir-faire et vendre sa création au juste prix, en adéquation avec son savoir-faire. Après, vous pouvez vendre des créations 5 € si la création, elle vaut 5 €. C'est-à-dire que si vous cousez tout n'importe comment et que la création, c'est une cacahuète, vous pouvez la vendre 5 €. Par contre, si vous voulez vendre une création à 100 €, eh ben, il faut que la qualité, que le savoir-faire soit en adéquation avec le prix. Ben, en fait, pour avoir un juste prix, comment vous faire? Ben, pour avoir un juste prix, c'est simple. Il faut calculer le temps que vous passez, il faut calculer le prix de vos fournitures, il faut calculer le prix de votre électricité, de vos charges, il faut calculer également le temps que vous allez y passer, enfin bref, et le prix de votre savoir-faire. Une couturière qui va passer 5 heures à faire une robe qui va être dégueulasse, et la même couturière, enfin une autre couturière qui va faire la même robe, le même patron, le même motif, le même dessin, le même style, le même machin, et qui va y passer 20 heures parce qu'elle a un savoir-faire de malade, qu'à la fin elle va sortir un truc, wow, claqué au sol, elle ne le vendra pas 5 €, hein. Elle va le vendre 500 €. Le juste prix, c'est par rapport à la qualité. C'est tout. C'est tout. Et voilà, je suis arrivée au bout des questions. Ça tombe bien parce qu'il est quand même 1 heure de vidéo. Alors, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions, à rebondir dans les commentaires sur Instagram. Abonnez-vous, likez, et voilà. Inscrivez-vous à la newsletter. Je vous embrasse. Ciao!